Bonjour. Dans cet exposé, nous allons mettre en lumière quelques-uns des procédés utilisés par les manipulateurs et nous les illustrerons à l'aide de vidéos de Vincent Renoir en nous appuyant principalement, à titre d'exemple, sur sa vidéo sur les crématoires d'Auschwitz. Pour commencer, rappelons que toute manipulation est précédée d'une phase de séduction. Que ce soit dans l'entreprise, où une promotion vous sera présentée comme tout à fait logique étant donné votre potentiel, ou bien en amour, où une personne présentant très bien va vous faire comprendre que vous avez quelque chose d'unique et de très séduisant, il s'agira toujours de vous faire miroiter une formidable image de vous-même. Dans le cas de Vincent Renoir, il s'agira, comme le montre sa manière de titrer ses vidéos, de vous faire découvrir, enfin, la vérité. La vérité à propos du nazisme et du génocide juif. Il vous promet donc de faire partie d'un club extrêmement restreint ayant accès à cette vérité, là où la totalité du monde restera dans l'ignorance ou le mensonge. Quoi de plus enivrant pour l'intellect et pour l'estime de soi? Notez que cette promesse recèle déjà une exigence subliminale pour l'auditeur. Il lui faudra en effet renoncer à ce qu'il a appris jusqu'ici puisqu'il s'agissait de mensonges. Il a donc toujours été entouré de menteurs. Donc, s'il veut être cohérent avec lui-même, il devra les rejeter et ne plus se fier qu'à Vincent Renoir. Nous reviendrons sur ce point. Passons dès maintenant au premier procédé manipulatoire, la fausse promesse. Procédé dont nous verrons les conséquences, mais commençons par donner deux exemples chez Vincent Renoir. Voici par exemple une vidéo intitulée « Pour en finir définitivement avec les témoins ». Ici, Vincent Renoir nous fait miroiter rien de moins que des arguments massus qui, une fois révélés, vont définitivement démontrer qu'aucun témoin n'est fiable. C'est en tout cas ce que l'on attend à la vue de ce titre. Cela semble un peu gros, mais ma foi, cela fait envie. Regardons donc cette vidéo de 1h10. Les 10 premières minutes sont consacrées à quelques témoins imposteurs et identifiés comme tels depuis quelques années ou peut-être quelques dizaines d'années. Et puis, au bout de 10 minutes... Certains me diront, d'accord, quelques anciens déportés ont fabulé, mais c'est insuffisant pour dire que tous les témoins ont menti. J'en conviens sans peine. C'est insuffisant, car on ne saurait généraliser à partir de quelques cas. Vincent Renoir indique donc, au bout de 10 minutes, qu'il est impossible de tenir cette promesse, et suite à une transition quelque peu confuse, passe à un autre sujet, la chimie, et son sujet sur les poches de gaz. C'est pour le moins léger pour prétendre en finir définitivement avec les témoins, et la promesse n'est donc pas tenue. Qu'en est-il de la vidéo qui va nous servir de fil rouge pour notre exposé, et qui nous promet la vérité sur les crématoires d'Auschwitz? Eh bien, nous avons choisi cette vidéo justement parce qu'exceptionnellement, Vincent Renoir va tout de même donner quelques chiffres, en l'occurrence concernant les capacités des crématoires d'Auschwitz, et que le fait de fournir des chiffres va lui permettre de mettre en œuvre une grande variété de procédés manipulatoires. Toutefois, avec un tel titre, nous espérions évidemment y apprendre aussi quelle était la finalité de ces crématoires, de quoi étaient mortes les personnes incinérées, et surtout, combien de personnes ont été incinérées exactement. Or, de cela nous n'apprendrons strictement rien. La promesse de vérité sur les crématoires était donc toute relative, et de toute façon, Vincent Renoir le dit lui-même. Tout ce que je voulais démontrer, c'est qu'il suffit de se rendre dans un crématoire et d'interroger un conducteur de four pour établir que les rendements invoqués à la légère par les historiens sont sans aucun rapport avec la réalité. J'ajoute que cette rapide enquête permet également d'invalider les témoignages des anciens Sonderkommando. Son but réel était en fait de dénigrer les témoins, dénigrer les documents d'époque et de dénigrer les historiens, et pas vraiment de nous apprendre une quelconque information ou une quelconque vérité. On ne saura jamais notamment sa version du nombre de personnes incinérées. Il s'agit d'ailleurs d'une constante chez Vincent Renoir, qui, nous le verrons, veille scrupuleusement à ne jamais donner de chiffre lui-même sur le nombre de morts. Au final, nous n'aurons que très peu d'éléments de réponse promis dans le titre, qui était donc bien une fausse promesse. La fausse promesse est un procédé manipulatoire très classique qui permet au manipulateur d'accomplir plusieurs choses. Cela attache le manipulé à son manipulateur. En ne tenant pas sa promesse, le manipulateur le maintient en position d'attente. Par exemple, si je vous dois de l'argent, non seulement vous n'allez pas me fausser compagnie, mais en plus, vous allez souvent chercher à ne pas me froisser afin de m'encourager à vous rembourser au plus vite. Un deuxième intérêt est de pousser le manipulé à accepter de lui-même l'arnaque plutôt que de se visualiser lui-même comme un manipulé. Par exemple, si je vous dois de l'argent depuis des années, mais que je me suis rendu indispensable en tant qu'ami,
à vos yeux. Vous allez sans doute finir par effacer l'ardoise de vous-même afin de ne pas me percevoir comme un escroc et de ne pas vous percevoir comme un lâche, de ne pas me relancer. Ainsi, sans qu'il s'en aperçoive, le manipulé commence à rogner sur son estime de lui-même et à anesthésier de lui-même son propre esprit critique. Mais revenons désormais à la vidéo. Au début de sa vidéo, Vincent Renoir commence par énumérer des dépositions réalisées par les Sonderkommando, par le directeur du camp, par donner des extraits de livres d'historiens, et qui donnent tous des chiffres relatifs au nombre d'incinérations dans les fours crématoires d'Auschwitz. Vincent Renoir souligne que cette grande quantité de chiffres fournis varie grosso modo du simple au double. La conclusion de tout cela est résumée dans ce tableau. Pour les autorités du musée d'Auschwitz et pour les historiens spécialistes comme Poliakov, Hilbert ou Piper, les rendements des crématoires se situent dans ces fourchettes. Notez qu'elles varient grosso modo du simple au double. En admettant que les sources citées parlent de la même chose et sur la même période de temps, la logique la plus élémentaire consisterait à en déduire que, vu la quantité de sources différentes, les chiffres réels se situent quelque part entre ces deux chiffres. Pas pour Vincent Renoir, qui lui en déduit que puisqu'il y a des différences, c'est qu'ils sont contradictoires entre eux, et va rejeter l'intégralité de ces chiffres, en nous demandant donc d'accepter l'escroquerie au raisonnement suivante. Si deux personnes disent des choses différentes, alors j'en conclus que forcément les deux personnes ont tort. L'escroquerie est fantastique, car elle permet de dénigrer absolument qui on veut. En effet, si une personne A dit la vérité, eh bien il suffira de trouver une personne B qui dit autre chose pour pouvoir en conclure qu'en fait A disait finalement un mensonge aussi. Faisons ici une remarque importante. Les négationnistes ont fait de ce procédé l'un des piliers de leur rhétorique, grâce à l'invention de l'expression histoire officielle, qui permet de suggérer frauduleusement une unité de tous les historiens du monde depuis 1945. L'exploitation est ensuite la suivante. Si l'historien A rectifie ce qu'a affirmé l'historien B, par exemple suite à la découverte de nouvelles pièces, alors, grâce à l'invention de l'expression histoire officielle, on pourra suggérer que ce n'est pas un historien qui rectifie un autre historien, mais c'est l'histoire officielle dans son ensemble qui se contredit elle-même, et que donc elle est fausse dans l'intégralité des cas. Notons au passage une nouvelle manipulation de la logique de la part de Vincent Renoir, cette fois une déclinaison d'une forme particulièrement narcissique. Les principes s'appliquant aux autres ne s'appliquent pas à moi. Je réclame le droit de réviser l'histoire, donc réviser l'histoire est un droit légitime, mais si un historien, qui n'est pas un historien révisionniste, révise l'histoire, alors c'est la preuve que l'histoire officielle se contredit elle-même, donc il ment, lui et les autres. Ainsi, pour les autres, réviser l'histoire est donc synonyme de mensonge, à part pour lui. Surtout, de façon générale, ce principe de non-réciprocité est une caractéristique de la structure mentale des manipulateurs narcissiques. Elle se décline sous de multiples formes, et il est souvent difficile de l'identifier car elle est en général astucieusement enrobée. En effet, ce procédé est généralement considéré comme quelque chose d'assez antipathique. Il est donc nécessaire de le dissimuler, et dans la plupart des cas, cela est effectué de deux façons simultanées. Premièrement, la confusion, ici via l'invention du concept de l'histoire officielle, et surtout en sollicitant de puissants affects simulés qui sont autant de diversions. Par exemple, l'auto-victimisation, la culpabilisation pour faire valoir sa propre légitimité, alternée avec une agressivité et de la calomnie envers les historiens, taxés de contradictoires avec eux-mêmes. Ainsi, le manipulé aura tendance à réagir non pas avec une réflexion analytique, mais avec une émotion, par exemple avec indignation, avec empathie, avec colère, ces émotions jouant le rôle de diversion. Et puisque nous parlons de confusion, signalons d'ores et déjà, sans anticiper sur la suite, que la confusion est toujours présente dans le discours manipulatoire. Dans la production de Vincent Renoir, les exemples sont légion. Par exemple, souvenez-vous de la vidéo « Pour en finir avec les témoins ». Afin de justifier d'arrêter de parler des témoins au bout de 10 minutes sur une vidéo d'1h10 et de passer à son sujet sur les poches de gaz, il va présenter comme une transition logique quelque chose de tout à fait stupéfiant. Dès lors, qu'est-ce qui nous sépare et nous oppose? Eh bien, tout simplement un malentendu au départ, un
un simple malentendu qui réside dans la réponse à la question fondamentale « Qu'est-ce qu'un témoin ?» Cette réponse, elle dépend de la façon dont on aborde le sujet des chambres à gaz. Ayant une formation d'ingénieur chimiste et non d'historien, je l'aborde en ingénieur chimiste. Ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est très simple, c'est quelqu'un qui était sur place et qui a vu ou entendu quelque chose. Cette réponse, elle dépend de la façon dont on aborde le sujet des chambres à gaz. Ayant une formation d'ingénieur chimiste et non d'historien, je l'aborde en ingénieur chimiste. Et non, justement, la question « qu'est-ce qu'un témoin ?» n'a rien à voir avec le fait d'être ou non un chimiste. Cet exemple de confusion, ici sous forme de fausse logique, peut prêter à rire, ou tout le moins sembler inoffensif. Mais il n'en est rien. En prenant un ton très sûr de lui, comme c'est le cas ici, le manipulateur opère un travail d'usure mentale de son auditeur et accomplit plusieurs choses. Obliger son auditeur à diviser sa concentration entre ce qui a été dit, et qui lui semble un petit peu obscur, et ce qui est en train d'être dit, afin de fatiguer son attention, et imposer plus facilement son discours, ses vues, ses falsifications ou mensonges. Deuxièmement, habituer sa cible à trouver normal de ne pas tout comprendre. Troisièmement, donner l'impression à son auditeur que c'est lui qui est bête, et donc ne pas remettre en question le discours du manipulateur. Revenons maintenant aux chiffres relatifs aux crémations et énumérés par Vincent Renoir. Qu'en est-il au juste de ces prétendues contradictions? En effet, les chiffres présentés font en réalité référence à des choses différentes. Le constructeur peut annoncer un rendement prévisionnel, puis le même constructeur peut ensuite donner des consignes d'utilisation permettant par la suite d'améliorer ce rendement. Le directeur du camp, quant à lui, indique des chiffres maximaux pour ne pas risquer d'endommager les fours, ce qui signifie bien que ces chiffres ont été dépassés pour pouvoir s'en apercevoir. Certains undercommandos ont travaillé à des périodes où les fours étaient sursollicités, d'autres non. Certains auteurs vont annoncer le rendement maximal sur 24 heures, d'autres vont parler de moyenne dans le temps, donc tenant compte des pannes. D'autres encore vont parler des incinérations effectivement réalisées et non pas des maximaux atteignables par les fours. Donc naturellement, ces chiffres vont varier, pour la bonne et simple raison qu'ils parlent de choses différentes ou à des époques différentes, ce qui peut certes passer inaperçu, tant Vincent Renoir entretient savamment la confusion dans sa vidéo. Ils vont donc logiquement être différents les uns des autres, et donc se compléter, et non pas se contredire, ce qui nous amène au procédé manipulatoire numéro 4. Présenter des informations complémentaires comme des informations contradictoires. Ce procédé permet bien sûr de déclarer faux à peu près tout ce que l'on veut, et de dénigrer également qui l'on souhaite, dès lors qu'il est fait référence à des chiffres ayant pu évoluer dans le temps ou en fonction des utilisations. À ce stade, une nouvelle phase de la manipulation a déjà commencé, et en général sans que le manipulé s'en aperçoive, l'isolation. En effet, la personne ciblée par le manipulateur a ouvert sa porte en pensant recevoir quelque chose, mais en réalité, il doit se séparer de quelque chose. Ici, comme tous les manipulateurs, Vincent Renoir dénigre les repères potentiels de son auditeur. Les buts recherchés sont les suivants. Pousser la cible à rejeter d'elle-même ses repères potentiels ou habituels en utilisant un facteur émotionnel, voire primitif. Le plus souvent en poussant sa cible à croire que jusqu'ici, on a abusé de sa confiance, on l'a pris pour un idiot, bref, on ne l'a pas considéré à sa juste valeur. Ainsi, afin de retrouver sa dignité, il doit faire preuve de révolte et doit changer. Le deuxième but recherché est d'amorcer un sentiment d'isolement, puisqu'elle ne peut plus faire confiance envers quiconque d'autre. Et ce, afin d'apparaître comme le meilleur recours, voire le seul recours. Ce faisant, le manipulateur pousse la cible à céder quelque chose d'elle-même, des croyances, des soutiens, des amis, des références, de l'argent, etc. Et cela amorce chez le manipulé un engagement auprès du manipulateur. Cette articulation est la même quel que soit le contexte manipulatoire. Un escroc vous promet de vous faire gagner beaucoup d'argent, vous allez devoir commencer par lui en donner, et ainsi renoncer à vos projets antérieurs. Un manipulateur sentimental vous promet une vie merveilleuse,
et de vous emmener faire le tour du monde? Auparavant, vous allez devoir quitter votre conjoint, prendre des distances avec vos amis qui seront également dénigrés. En l'occurrence, avec Vincent Renoir, vous voulez connaître la vérité historique? Eh bien déjà, il faut commencer par rejeter la totalité des historiens mondiaux et toutes les connaissances que vous avez acquises ou que vous auriez pu acquérir. En résumé, faites le vide, votre manipulateur se chargera de le remplir, à sa manière. L'idée est de vous isoler petit à petit pour que vous n'ayez progressivement plus qu'une seule référence à laquelle vous fiez, votre manipulateur. Mais poursuivons notre visualisation. Concernant la capacité réelle des fours crématoires d'Auschwitz, Vincent Renoir va citer de lui-même un document émis par les Allemands et daté du 26 juin 1943, puis exploiter ensuite un nouveau procédé. La décontextualisation. Pour les victimes de manipulateurs, c'est en partie ce procédé qui explique le sentiment d'enfermement et de solitude. En effet, ils n'osent plus s'exprimer car ils sentent que leurs paroles vont être déformées et manipulées, notamment par ce biais. Ils n'ont donc plus confiance en leurs propres paroles et préfèrent se taire. La décontextualisation est un procédé bien connu, mais pas toujours facile à identifier. Or, justement, ici, Vincent Renoir va nous en proposer un exemple particulièrement éclairant. Comment procède-t-il ? Ce document, émis par les nazis fin juin 1943 et cité par Vincent Renoir, et dont voici un scan de l'original, est destiné à informer Berlin des capacités d'incinération des crématoires d'Auschwitz. Ce que ne dit pas Vincent Renoir, c'est une information capitale, parfaitement documentée et que les négationnistes ne contestent d'ailleurs même pas eux-mêmes, ce sont les dates de mise en service de ces crématoires. Et ces dates, les voici. Et on comprend immédiatement pourquoi il ne cite pas ces dates en même temps que le document. En effet, il suffit de regarder cette frise pour constater que c'est après 3 mois d'expérimentation des fours que les nazis rédigent la lettre. Du moins 3 sur 4, le créma 3 étant strictement identique au créma 2. Il ne s'agit pas de rendement annoncé par le constructeur, ni de rendement demandé par les nazis, mais bel et bien de rendement constaté des fours. Le rendement constaté sur une période d'utilisation continue de 24 heures, donc hors panne éventuelle, et ces chiffres, dès lors, ne peuvent plus être contestés. Ils ne peuvent pas être contestés, mais c'est pourtant ce que va chercher à faire Vincent Renoir. Il va s'attacher à soutenir que les nazis ne savaient pas compter. Que pendant les 3 mois d'observation, chaque fois qu'un SS croit compter 3 ou 4 corps brûlés, en fait il n'en brûlait qu'un seul. Pendant 3 mois. Cela s'appelle du déni, et c'est bel et bien un procédé manipulatoire dans le sens où il s'agit d'un sabotage de la communication. Si la personne en face de vous refuse une preuve ou un argument factuel, alors aucun échange normal ne peut avoir lieu. Et si vous acceptez ce déni, eh bien vous renoncez à faire valoir votre argument légitime. Alors ici, comment va-t-il s'y prendre pour nier ce relevé de chiffres ? Eh bien il va proposer un calcul, puis faire appel à une nouvelle escroquerie au raisonnement. La théorie, en tout cas celle de Vincent Renoir, est plus forte que la réalité. Si mon calcul est contredit par l'expérience réelle, alors c'est l'expérience réelle qui a tort. Naturellement, n'importe quelle personne ayant fait quelques études de sciences, ou pas d'ailleurs, sait que c'est l'inverse, que l'expérience sert justement à valider ou invalider une théorie. Mais Vincent Renoir va tout de même s'attacher à affirmer que le nombre de dépouilles comptées par les nazis est faux, puisque son calcul affirme le contraire. Maintenant, en quoi consiste ce calcul ? Eh bien, il s'agit pour Vincent Renoir de chronométrer le temps d'incinération d'un corps dans un crématoire civil, puis d'en déduire directement les rendements pour les crématoires nazis. Ce calcul s'appuie donc sur l'hypothèse que le rendement des crématoires nazis était strictement identique au rendement d'un crématoire civil. Or, Vincent Renoir n'apporte jamais la preuve de cette hypothèse. Il l'impose, implicitement, comme une vérité n'ayant pas besoin d'être argumentée. Ce qui nous amène au procédé manipulatoire numéro 9. L'imposition d'hypothèses. Ce procédé est important, car il est moins connu que beaucoup d'autres. C'est celui des illusionnistes, rompus à l'art de créer une diversion en début de leur tour de magie, c'est-à-dire lorsque le spectateur s'attend le moins à ce que la manipulation ait lieu, le reste du tour étant en général destiné à donner l'illusion que le truc a été mis en place plus tard.
Naturellement, l'imposition est un procédé manipulatoire uniquement lorsqu'on cherche à faire passer pour évident ou implicite quelque chose de faux, ou bien quelque chose de très subjectif. Ici, cette hypothèse est bien sûr totalement fausse, entre autres pour les raisons suivantes. Une crémation civile est respectueuse du défunt, ce qui n'était pas le cas à Auschwitz. Une crémation respectueuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment que l'on ne touche pas à la dépouille en train d'être incinérée. Cela rallonge naturellement le temps de crémation. Quiconque a déjà fait un feu de cheminée sait qu'il faut réagencer régulièrement le foyer pour en optimiser le feu. Mais une crémation respectueuse signifie également d'attendre que la crémation soit complète. Les cendres sont ensuite rassemblées dans une urne funéraire. Les nazis n'avaient pas cette contrainte. Ils faisaient transporter les restes des crémations par camion dans la rivière voisine, après les avoir broyés à l'aide de pilons ou bien de broyeuses d'os telles que celle-ci. D'ailleurs, l'existence même de ces machines démontre que la démarche retenue n'était pas d'attendre la crémation complète comme dans un crématoire civil. Le but d'un crématoire civil n'est pas la performance. Alors nous savons que les nazis étaient très insistants auprès de la firme Topf und Sohn pour augmenter au maximum le rendement des fours. En effet, comme l'indique cette lettre de la firme Topf, émise par l'ingénieur Prüfer et sur laquelle nous reviendrons plus loin, Herr Krohn expliqua que ces nombres de moufles ne sont pas encore suffisants. Nous devons encore livrer des fours supplémentaires aussi vite que possible. Il est donc approprié que je me rende à Berlin dans la matinée de jeudi afin de discuter avec Herr Krohn au sujet de ces livraisons supplémentaires. Je dois apporter avec moi les dossiers concernant Auschwitz afin qu'une fois pour toutes les appels insistants cessent. On voit bien ici l'urgence exprimée quant à la nécessité d'augmenter la cadence d'incinération. Ensuite, dans son calcul, Vincent Lenoir ne fait aucune mention des enfants ni des bébés. Ce qui nous amène au procédé manipulatoire numéro 10, le mensonge par omission. En effet, il est inutile de rappeler que le temps d'incinération d'un corps d'enfant prend beaucoup moins de temps, surtout s'il est couplé avec celui d'un adulte. Au crématoire civil, une seule dépouille est incinérée à la fois, ce qui n'était pas le cas dans les crématoires nazis. À noter que Vincent Lenoir n'ignore pas cette objection. Et d'ailleurs, nous allons le voir, il va l'écarter d'une façon particulièrement intéressante.